Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de podcast du comité réanimation de la SFAR. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode de la série thématique, une série à la rencontre des experts de la Société française d'anesthésie-réanimation pour aborder des thématiques d'actualité en réanimation. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le Dr Fanny Boone, anesthésiste réanimatrice, travaillant en réanimation polyvalente à Toulouse et membre du comité réa de la SFAR, pour nous parler de fibrillation atriale. Merci Fanny d'avoir accepté ce sujet. Tout d'abord, peux-tu nous décrire quel type de FA se manifeste en réanimation et comment peut-on la définir ? Merci Léa. Ma présentation reposera principalement sur les recommandations de la Société européenne de cardiologie. La fibrillation auriculaire fait partie des troubles du rythme les plus fréquents rencontrés en réanimation, mais dans tous les cas, il est de notre devoir de la diagnostiquer. Et pour cela, il faut réaliser au minimum un électrocardiogramme 12 dérivations ou un déroulé long sur une dérivation pour pouvoir confirmer la présence d'une tachycardie irrégulière sans onde P. Il y a différents termes et des classifications qu'il faut connaître. La FA de novo, qui est une fibrillation atriale qui n'était pas connue auparavant. La fibrillation paroxystique, qui est définie par une fibrillation qui va se résoudre spontanément ou par une intervention médicale dans les 7 premiers jours de sa survenue. Et la fibrillation persistante, qui est définie par la poursuite de cette fibrillation atriale au-delà de 7 jours. En termes de physiopathologie, quels sont les éléments à retenir ? La fibrillation auriculaire de novo qui survient en réanimation est une fibrillation encore différente des fibrillations médicales, on va dire chroniques, que rencontrent les patients de cardiologie. Elle vient de la conjonction à la fois entre un remodelage atrial, à la fois structural et électrique, en lien avec la pathologie aiguë. On peut citer le rôle des toxines bactériennes dans certaines infections qui vont avoir un rôle de remodelage atrial, de même que les états inflammatoires majeurs que l'on retrouve chez nos patients de réanimation qui entraînent une infiltration cellulaire au sein de l'oreillette associée à un stress oxydatif. Et tout cela fait le lit de la fibrillation atriale de novo en réanimation, puisque de nombreux triggers vont apparaître durant la réanimation de nos patients, tels que l'utilisation de vasopresseurs, d'agents inotropes, les désordres hydroélectrolytiques rencontrés, tels que les dyscaliémies, en particulier les hypokaliémies ou les hypomagnésémies. Et également, on peut citer la dilatation atriale en lien avec une augmentation de la pression auriculaire gauche et la surcharge hydrosodée des patients qui, au final, lorsqu'on associe le remodelage atrial à ces triggers de réanimation, font le lit de la survenue de la fibrillation atriale de novo. Tu nous as bien exposé les triggers qui pouvaient conduire à sa survenue. Quelles sont les conséquences cliniques immédiates et puis à plus long terme de la FA de novo en réanimation ? Alors, c'est important de bien les connaître. Les conséquences cliniques immédiates de la FA de novo sont d'une part le risque pour le patient de présenter une décompensation hémodynamique en lien avec la perte de la systole atriale qui va entraîner une diminution variable du volume d'éjection systolique qui va s'accompagner d'une chute du débit cardiaque. Cela est vrai en particulier chez les patients qui ont des cardiopathies structurelles sous-jacentes telles que des terrains de dysfonction diastolique. Cela est vrai aussi chez les patients qui présentent des dysfonctions septiques du myocarde, de la fonction cardiaque, associées au stress adrénergique que l'on va rencontrer en réanimation, à la fois induit par la réponse physiologique, mais également par les molécules qu'on utilise, qui vont être responsables d'une réponse ventriculaire rapide qui peut être à l'origine de la décompensation hémodynamique. Ces patients-là vont également avoir une perte de l'adaptabilité physiologique à l'effort et vivre de façon plus pathologique l'hypoxémie, moins s'adapter. Et une des conséquences cliniques assez immédiates aussi, ou on va dire retardée à quelques jours, est l'apparition, en tout cas la majoration du risque thromboembolique en lien avec la stase du sang dans l'auricule gauche et au flux turbulent. Les conséquences à plus long terme sont particulièrement une augmentation de la mortalité des années après le passage en réanimation et les épisodes de fibrillation atriale de novo. Il a été largement démontré également que ces patients-là, qui avaient présenté des épisodes de fibrillation atriale de novo, étaient davantage réhospitalisés pour un motif fibrillation atriale ou bien AVC ou encore insuffisance cardiaque. Alors après, avec ces explications très claires, comment doit-on raisonner devant un patient qui va présenter une fibrillation atriale ?
Alors, la prise en charge des épisodes de fibrillation atriale des nouveaux en réanimation est une prise en charge qui va nécessiter une approche multimodale dans le traitement, puisqu'il va falloir s'interroger sur les facteurs réversibles, la manière de la prévenir, en particulier dans la FA post-opératoire, et il va falloir trancher si on regarde simplement cette FA jusqu'à ce qu'elle se cardioverse spontanément, ou bien si on va avoir un impact en essayant de contrôler la fréquence ou le rythme. Dans tous les cas, il nous appartient de peser la balance bénéfice-risque des thérapeutiques que l'on va introduire. Dans une première approche, c'est de se poser la question finalement de la tolérance de cet épisode de FA. Est-ce que mon patient pâtit de cette FA rapide? Est-ce que, en termes en particulier de pression artérielle et de débit cardiaque? Si elle est bien tolérée, on peut prendre le temps de réfléchir. En revanche, si elle est mal tolérée, votre patient va être davantage hypoxémique, va avoir une PAM qui va s'effondrer avec des signes cliniques liés au bas débit cardiaque. Il faut apporter une réponse sans attendre à type de cardioversion électrique, c'est un grade A dans les recommandations des experts internationaux. Lorsque vous décidez de réaliser du contrôle de la fréquence, c'est-à-dire que les effets secondaires à l'apparition de la FA de novo semblent être liés à la réponse ventriculaire rapide, vous avez plusieurs possibilités. Les recommandations européennes préconisent l'utilisation en premier lieu des traitements bêta-bloqueurs, puis des inhibiteurs calciques non dihydropyridine, tels que le diltiazem ou le verapamil, à partir du moment où la FEVG est conservée. Quand la FEVG est altérée, en dessous de 40%, les bêta-bloqueurs restent de mise si votre patient peut les tolérer et ou la digoxine. La cible de fréquence ventriculaire, lorsqu'on fait du contrôle de fréquence à avoir en tête, est à peu près 100-110 BPM. Et dans tous les cas, un patient qui serait instable ou présenterait une dysfonction ventriculaire gauche sévère, il ne va pas pouvoir recevoir un bêta-bloquant en débit continu, mais on fera appel à la cordarone. Si vous souhaitez faire du contrôle du rythme, c'est-à-dire que vous pensez que les troubles du rythme de votre patient sont à mettre en lien avec la perte de la systole auriculaire, les recommandations classent en grade 1 la cordarone intraveineuse pour la cardioversion quand le patient présente un trouble du rythme symptomatique. Elle est recommandée pour la cardioversion médicamenteuse, en particulier quand les patients ont une insuffisance cardiaque ou une pathologie structurelle sous-jacente. Dans le cas inverse, il y a une place pour l'utilisation de flécainide ou de propafénone, mais ça reste assez limité chez nos patients de réanimation. La cardioversion est recommandée chez les patients qui sont symptomatiques et il faut rappeler qu'elle n'est pas recommandée, la cardioversion médicamenteuse, en cas de maladie de l'oreillette, de troubles de conduction ou de QT allongé. Et pour l'anticoagulation, qui est concerné ? Alors, c'est une vaste question, l'anticoagulation, et les sociétés savantes de soins critiques, de réanimation n'ont pas tranché formellement. Donc, on va s'appuyer de la même manière sur les recommandations de cardiologie, de l'ESC en particulier, de 2020. Il faut quand même savoir que le taux global d'AVC, après survenue d'une fibrillation atriale des novo en réanimation, après séjour en réa, est proche de 5%. Donc, il faut prendre en compte ce risque thromboembolique. C'est essentiel lorsque ces patients-là, dans nos services, présentent une fibrillation. Les facteurs de risque classiques d'AVC liés à l'AFA vont être ceux qu'on retrouve dans le CHA2-VASc. Il faut avoir en tête, bien entendu, l'antécédent d'embolie artérielle, l'hypertension artérielle, de même que l'âge, la présence d'une pathologie cardiaque sous-jacente, le diabète, la présence d'une pathologie vasculaire, une dysfonction cardiaque ou le sexe féminin. Les recommandations européennes préconisent d'initier un traitement anticoagulant et à la sortie de la réanimation plutôt par anticoagulant oral direct qu'AVK, sauf pour les patients qui ont une valve mécanique ou un rétrécissement mitral modéré à sévère. Et dans tous les cas, les sociétés insistent sur une approche basée sur les facteurs de risque. Il est recommandé également, dans nos services, puisqu'on est face à des pathologies qui peuvent entraîner des syndromes hémorragiques, d'utiliser des scores de stratification du risque hémorragique. Ce qu'il faut retenir globalement, ce sont des patients qui présentent des épisodes de fibrillation atriale de novo d'une durée de moins de 24 heures. L'anticoagulation est optionnelle, en particulier pour les faibles CHA2-VASc, 0 pour les hommes, 1 pour les femmes.
Par contre, lorsque la fibrillation commence à durer au-delà de 24 heures, à partir de 24-48 heures, il est de notre devoir de débuter une anticoagulation curative pour une durée minimale de 4 semaines. Bien entendu, cela doit se faire en fonction de l'évaluation du risque hémorragique propre du patient. Il ne faut pas hésiter dans la suite d'adresser les patients au cardiologue pour réévoquer l'indication, revoir l'indication ou pas de l'anticoagulation au long cours. Merci pour ces explications très claires. N'hésitez pas à regarder le replay de la SFAR 2023 du Dr Boon sur la FA en réanimation. Vous trouverez sur notre site les références citées dans ce podcast.